Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez des bateaux que vous voyez aujourd'hui à Saint-Tropez? C'est magnifique, moi je suis ravie. Ah oui, puis alors il y en a qui viennent de Tunisie, là, comme celui de monsieur, c'est extraordinaire. Hein. Sur le ferry et tout, ça fait des frais quand même. Je trouve qu'ils ont du mérite, parce que bon, c'est vraiment la passion. Alors je viens de la Tunisie, exactement de Monastir. Et c'est un long voyage parce qu'on est sorti, on a pris le ferry la Goulette en Tunisie jusqu'à Marseille, puis remorque, voiture jusqu'à Saint-Tropez. Oh bah c'est bien, c'est très bien. Ah oui, moi j'aime bien les petites barques comme ça, c'est trop mignon. Oui, très, très harmonieux, si c'est très joli. Vous aimeriez monter à bord? Ah oui, ah oui, ah oui, bien sûr. C'est vrai que oui, on serait tenté sur certains retrouver les caractères anciens de la mer, oui. Vous êtes venu à Saint-Tropez pour les voir? Non, pas spécialement, par hasard. Je suis là par hasard, c'est pareil. On est venu juste pour se balader à Saint-Tropez, mais c'est vrai que c'est sympa. Moi j'adore les voiliers et j'aime bien tout ce qui est voile ancienne. Exprès pour ça. Je viens de Toulon et je me suis déplacé exprès pour ça. Ça revient à la mode aujourd'hui, la voile traditionnelle, qu'en pensez-vous? C'est fantastique, étant donné qu'il y a tout qui est formaté et tout est bien défini. Là, pour une fois, il y a un peu des choses qui se font dans la tradition. Les jeunes redécouvrent ça et c'est pas plus mal, quoi. Ça fait revivre les petits bateaux d'antan, c'est pas mal. Je pense que c'est très sympathique et d'ailleurs je pense qu'on devrait peut-être développer ça un peu plus dans les ports français. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Shh, shh. You're all alone. Shh, shh. And so peaceful until. Alors Noël, là on est réunis pour la 6e édition des Voiles latines à Saint-Tropez. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'histoire de cet événement? Écoutez, c'est très simple. Moi j'ai un pointu à voile latine depuis 92, donc je suis une habituée des rassemblements italiens qui ont commencé bien avant chez nous. Et un jour, je suis journaliste nautique, donc je suis là pour tous les grands événements nautiques. Et un jour, à la fin des voiles de Saint-Tropez, qui ont remplacé la New Largue, le député maire de Saint-Tropez, Jean-Michel Couve, me dit: vous n'avez pas une idée d'une manifestation nautique qui serait différente des voiles, mais qui collerait à l'image de Saint-Tropez? Et instinctivement, j'ai même pas réfléchi, je lui ai dit: on va faire une régate de voile latine. Il m'a dit oui, et on est là aujourd'hui. Alors donc vous-même, vous en êtes propriétaire. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans ces bateaux? Mais écoutez, moi je suis venue en Méditerranée, j'étais adolescente, mais quand je suis arrivée ici, je me suis trouvée chez moi parce que j'ai des racines espagnoles et j'ai tout de suite été à l'aise dans la culture, dans tout ce qui est méditerranéen, et j'ai oublié tout le reste. Donc j'ai toujours eu des bateaux en bois. Et quand il y a donc une quinzaine d'années, je me suis dit: j'ai quand même bien envie d'un pointu. Et un jour, l'occasion s'est présentée et j'ai acheté ce pointu, j'ai fait faire un mât, une voile, et voilà. Alors la navigation, elle est quand même un petit peu différente des autres bateaux plus traditionnels. Oui, moins traditionnels. C'est une technique particulière parce que les pointus n'ont pas de quilles déjà, donc les bateaux sont très instables. On appelle ça un bateau jaloux, c'est-à-dire que vous montez d'un côté, hop, il monte comme ça, ou il descend de l'autre, et donc il faut naviguer par une mer un peu tranquille, on ne peut pas se permettre d'aller dans une mer forte. Et puis la voile latine, c'est très technique parce qu'il y a des antennes qui sont très longues, qui sont souvent plus longues de plusieurs mètres que la longueur du bateau, donc qui sont fixées au mât. Et puis, quand il faut virer de bord, il faut changer l'antenne du côté du mât. Autrement, on navigue à ce qu'on appelle la mauvaise main et c'est beaucoup moins efficace, forcément, parce que la voile, en fait, est à contre. Alors, ça, c'est une technique particulière parce que les bateaux modernes, ils ont des safrans profonds, ils ont des quilles. Donc, on pousse la barre et on vire de bord, c'est-à-dire qu'on change de direction par rapport à la direction du vent. Mais sur cela, il faut aller très doucement. Enfin, c'est une technique particulière qu'il faut apprendre. Mais après, une fois qu'on sait, on sait, quoi. Je n'ai pas peur de la route, faudra voir, faut qu'on écoute des méandres creux des reins et tout ira bien là. Le vent
caresse la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, d'hier et demain. Le vent les portera, génétique en bandoulière des chromosomes dans l'atmosphère des taxis pour les galaxies et mon tapis volant. Le vent l'emportera, tout disparaîtra même. Le vent l'emportera. Alors Christian, là on est sur votre bateau, comment s'appelle-t-il? Mauberté. Je suppose que c'est l'origine de 3 prénoms. Je ne le sais pas, je ne connais pas les anciens propriétaires d'origine. J'ai demandé aux affaires maritimes d'avoir un peu l'historique du bateau. À mon avis, il est des années 60, peut-être avant, je ne sais pas. On essaie de retrouver la traçabilité. Hein, c'est comme pour les produits, ça. Hein. Voilà. Et alors vous-même, vous êtes propriétaire depuis quand de ce bateau? J'ai acheté ce Pointu en 1995. C'était un retraité qui avait ça sur Sanary, qui changeait de région, qui le vendait. Bon, il n'était pas du tout dans cet état. Je l'ai régréé, j'ai fait un petit peu à mon goût pour pouvoir le gréer en voile latine avec un mât, avec un bout de hors, une antenne de 7,50 m. Et en respectant certaines règles, mais malheureusement ces règles on ne les trouve pas. Il faut un petit peu tâtonner pour arriver à trouver des dimensions qui correspondent à la longueur du bateau, ne pas faire des mâts trop hauts pour ne pas chavirer, ne pas donner trop de toile également. Enfin, tout ça, petit à petit, on arrive à trouver des règles, voilà un petit peu. Alors quel est le plaisir de naviguer sur ce type de bateau plutôt que d'autres un peu plus récents, plus modernes? Moi personnellement je suis un fanat de pêche sous-marine, j'ai un Zodiac, hein, je navigue en Zodiac, mais j'adore le Pointu parce que c'est la tradition, c'est les anciens. Vous partez avec un Pointu, même en moteur, hein, vous êtes seul, là c'est super. Et puis quand il y a une petite brise, un petit Mistral sur Sanary, vous lâchez la voile latine, pas de bruit. Et ce qu'il y a de sympathique, vous avez tous les voiliers qui se rapprochent de vous pour vous faire super. Ils sont contents de revoir des vieux gréements qui naviguent, quoi. Alors vous en servez pour quel type de sortie? Moi je m'en sers en hiver, je vais sur l'île des Ambiers, je vais faire des oursins. En été, on va faire des pique-niques avec des copains sur Porquerolles, aux Ambiers également, sur les plages autour de la Seine-sur-Mer. On fait pas mal de rassemblements à partir du mois de mai. Au mois de mai, le 6-7 mai, il y avait le rassemblement sur la Ciotat. Il y a eu le rassemblement là maintenant Saint-Tropez, il nous a fallu quand même de Sanary venir, on est parti hier matin à 8h30, on est arrivé hier soir à 8h30, 12 heures de mer. 12 heures de mer, on a pu naviguer un peu à la voile, 4 heures, il n'y avait pas de vent portant. Au mois de juin, fin juin, il y a un rassemblement à Sanary justement, où on invite pas mal de monde. Je crois le 21 juillet, il y a Saint-Mandrier. Après il y aura Gien, après il y a Toulon, le Mourillon, et après le 1, 2, 3 septembre, il y a l'Estac après Marseille. Et c'est super sympa de se retrouver, tous des pointus, tous des tartanes également, qui sont plus importantes, qui sont magnifiques. Et puis on fait la fête ensemble, on discute, et puis voilà quoi. Alors depuis combien de temps vous participez à ce type de réunion et qu'est-ce qui vous plaît justement dans ce type d'événement? Les réunions, ça fait 10 ans déjà, hein, et on essaie d'améliorer un petit peu ce qu'on voit chez les autres. Et ce qui est formidable, c'est le soir, là, le dîner des équipages, les chants marins, c'est très convivial. Alors vous parlez de chants marins, est-ce que vous en avez un là qui vous vient pour finir en chanson? Le dernier que j'ai écouté, c'est un groupe de la Ciotat qui passe sur Radio Golfe d'Amour. Je ne peux pas dire que ce soit un chant marin, mais qui se rapproche beaucoup de la mer.
c'est les gabions qui chient sur la tête des méchants. Et quand il n'y aura plus de méchants, il chiera dans la marmite à Satan. C'est la dernière chanson que j'ai entendue et qui est formidable. J'ai pas pu encore me procurer le CD. Bon, bah alors si on le trouve, on vous tiendra au courant. Merci beaucoup. Voilà, je vous remercie. Alors c'est quoi l'histoire justement de ces bateaux? Où sont-ils nés au départ? D'où viennent-ils? Alors on pense que la voile triangulaire comme ça, elle est née en Turquie dans les premiers siècles de la chrétienté. À l'époque, la Turquie, avant le côté expansionniste qu'on connaît aux Ottomans, la Turquie était un pays extrêmement fermé. Et ma foi, les Turcs ont eu l'idée d'inventer cette voile parce que par rapport à la voile carrée des Romains ou des Grecs, qui, quand il fallait naviguer contre le vent, avaient besoin de rameurs, celle-là permettait de remonter un peu au vent. Et comme en Turquie, il y a des vents très changeants, et pour le commerce, pour le cabotage, tout ça, il faut quand même faire son travail, quoi, et qu'il n'y avait pas de route, hein, les Turcs ont inventé cette voile. Quand les Arabes sont arrivés en Turquie, qui a eu les gyres, donc 800 et quelques, ils ont évidemment adopté cette voile. Mais nous, les chrétiens qui avons eu l'empire de Byzance, on avait déjà eu vent de cette voile. Donc c'est arrivé chez nous au Moyen-Âge. Et elle s'est répandue dans tout le bassin méditerranéen après, avec à la fois la conquête arabe et puis la présence ottomane. Et quand on regarde les tableaux qui représentent les caravelles de Colomb, tout ça, les bateaux de la découverte, on les voit toujours sous des voiles carrées, parce qu'on les voit toujours en train d'arriver dans le Nouveau Monde. C'est-à-dire quand ils avaient les vents portants des alizés. Mais il y a quelques dessins qui les montrent au départ. Il fallait descendre à hauteur des Canaries pour trouver les alizés, et là ils avaient des voiles latines. D'accord, et alors ici, les personnes qui utilisent dans le bassin méditerranéen ces bateaux, c'est devenu maintenant caractéristique, hein, c'est un petit cliché aussi de la région, qui les utilisait ces bateaux-là? Alors c'était des bateaux pour la pêche, ce qu'ils sont toujours notamment en Tunisie, où la Tunisie est quand même un pays où les gens ont des moyens modestes. Et donc on est allé l'année dernière régater au Kerkena avec les pêcheurs. Ils ont des voiles qui sont rafistolées avec des pièces, ils attachent leur bateau avec des petits bouts de ficelle, enfin on leur a laissé toutes nos amarres et tout. Et il y a quand même dans les îles Kerkena, qui est un tout petit archipel, plus de 1000 felouks enregistrés à la pêche. À Monastir, à Djerba, vous voyez toujours les bateaux sortir à voile latine. Et alors, dans les Baléares, c'est aussi dans les îles comme ça, les gens restent plus en autarcie et sont moins sensibles au progrès et puis restent toujours plus pauvres. Hein. Dans les îles méditerranéennes, les gens ont toujours été pauvres. Et aux Baléares, ils ont des bateaux extrêmement performants qui étaient pour la pêche, mais ils ont toujours fait de la régate aussi. De toute façon, les pêcheurs ont toujours régaté. Hein. Le dimanche, c'était jour de régate pour les pêcheurs. Ils ont toujours fait ça parce que c'est agréable de se mesurer avec son bateau. Quand on a toujours le plus beau bateau, le bateau le plus rapide. Hein. Et c'était essentiellement les pêcheurs qui se servaient de ces bateaux chez nous. Mais c'était aussi la petite plaisance. C'est-à-dire les gens qui n'avaient pas les moyens d'avoir un grand bateau avaient un pointu à voile parce qu'il n'y avait pas de moteur. Et le dimanche, on allait de Marseille dans les calanques, on allait se promener et on faisait la bouillabaisse. Enfin, c'est le cliché pagnolesque, mais c'était la vie comme ça, quoi.
Bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, 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 le goéland, le bateau blanc qui danse. Blanc, blanc, le soleil de plomb. Et dans tes yeux mon rêve en bleu. Bleu, bleu. Quand j'ai besoin de vacances, je m'embarque dans tes yeux. Bleu, bleu comme un ciel immense. Et nous partons tous les deux. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, 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 le goéland, le bateau blanc qui danse. Blanc, blanc, le soleil de plomb. Et dans tes yeux mon rêve en bleu. Bleu, bleu. Quand le vent claque la toile de ton joli jupon blanc, 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 comme une voile, je navigue éperdument. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, 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 le goéland, le bateau blanc qui danse. Blanc, blanc, le soleil de plomb. Et dans tes yeux mon rêve en bleu. Bleu, bleu. Tes cheveux d'un blond de rêve déferlent un flot léger. Blond, blond, sur une grève où je voudrais naufrager. Et ouais. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, 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 le goéland, le bateau blanc qui danse. Blanc, blanc, le soleil de plomb. Et dans tes yeux mon rêve en bleu. Blanc, blanc, bleu, blanc, blanc, bleu, blanc, bleu, bleu, blanc, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc, blanc, bleu, blanc, blanc, bleu, blanc, blanc. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ces bateaux sont un petit peu passés de mode pour revenir aujourd'hui Alors, il faut bien savoir que d'abord, un bateau en bois, c'est un entretien de chien. Hein. Il y a toujours un morceau de bois qui est fendu, une peinture qui s'écaille. Il y a beaucoup d'entretien. Il faut le sortir une fois par an. Bon, alors, pour nous, les amoureux du patrimoine, ça fait partie du jeu. On aime ça. Moi, je suis en train de complètement poncer mon bateau, le mettre à nu, et j'adore ça, quoi, parce qu'on touche du bois, bon, et puis ce sont des beaux objets, des bois de qualité, donc c'est agréable. Mais à une époque où les gens ont eu la télévision, tous des voitures, c'est les années 70, enfin les années d'après-guerre qu'on a appelées les glorieuses, où tout le monde avait de l'argent et on gagnait de l'argent facilement, on trouvait du boulot, on a inventé le bateau en plastique. Et les gens se sont dit, voilà un bateau, quand on rentre le soir, il y a juste un coup de jet à donner dessus, c'est toujours impeccable et tout. Et puis le plastique, ça signifiait le modernisme. Donc les bateaux en bois, ça signifiait qu'on avait appartenu à une famille de gens modestes, et on avait honte de ça. On avait honte d'avoir été pauvre en somme, hein, puisque tout le monde voulait être riche. Alors, les bateaux, ils n'ont pas osé carrément les détruire ni les brûler à la Saint-Pierre quand même, mais ils les ont mis dans des hangars, ils les ont mis dans des garages, parce qu'en plus c'était le bateau du grand-père, le bateau de l'oncle, donc on avait une espèce quand même de respect familial contre ces objets-là, on n'osait pas les détruire. Et les bateaux se sont endormis, bon, quelquefois ils se sont mangés au verre, quelquefois pas. Et alors quand des gens comme nous ont dit, mais attendez, ces bateaux, il faut les ressortir, si on n'a plus que des bateaux en plastique dans les ports, les gens qui viennent de l'étranger, puis nous, nos souvenirs à nous, notre culture, elle est foutue, quoi. Alors on a sorti les bateaux, on a des associations qui se chargent de les récupérer et de les redonner à des gens qui s'engagent à les restaurer. Donc il y a tout un mouvement qui s'est inversé et on voit bien que les gens ont le goût du bois, ont le goût des beaux matériaux maintenant, plus que dans les années plastiques, quoi. On le voit bien dans les salons de décoration ou quoi, il y a eu des années où tout était en plastique, et certaines gens trouvaient ça beau, et maintenant c'est fini, quoi, ça. Alors là, justement, pendant les 4 jours d'événements, il y a 2 jours qui sont consacrés tout le week-end à une régate. Vous avez combien d'inscrits pour le moment sur cette régate? Je sais pas, il y a encore des bateaux qui sont inscrits ce matin, on dépasse les 70, donc c'est bien. Alors il y a les régatiers purs et durs qui font partie du circuit international, et puis il y a tous les autres qui s'inscrivent dans la catégorie plaisance. Ils font le même parcours, mais à leur rythme, quoi. Hein. Et
on met tout le monde ensemble sur l'eau pour que ça soit spectaculaire et que tout le monde aille à son rythme quand même. Et puis pendant ce temps-là, il y a les charpentiers qui travaillent, hein, qui reçoivent les écoles, les scolaires pour leur montrer ce que c'est que les bouts de bois, les cordages, tout ça. Je cherchais quelques rimes quand elle m'est apparue. Cette beauté qui signe princesse de la rue. Élégante, exotique, sortie des fleurs du mal. Des fumées baudelairiennes, un amour marginal. Juste derrière l'épaule, un tatouage dit malheur à qui me frôle, je suis comme je suis. Je suis comme je suis, plaisir à qui me prend. Et dans ce jeu de rôle, je te veux maintenant. L'été était nu sur la plage, et cet amour sauvage, profondément marqué. Marqué par un été torride, septembre semble vide, vide et désespéré. Et ils vont filer comme ça et faire ce qu'on appelle des peignons. Alors en fonction du besoin de la corde, on aura des peignes plus ou moins fins et un peignon plus ou moins de bonne qualité. Et voilà, on est arrivé au bout. Monsieur a fabriqué une haussière à 4 taurons et dans chaque tauron il y a 8 fils de carré, 8 brins on va dire. Hein. Ce poignard de nacre dans la plaie qui me tue. En quoi consiste votre métier? Charpentier de marine, c'est faire des bateaux en bois évidemment. Alors on cherche des arbres locaux, enfin des arbres domestiques si on peut dire, et pour perdurer la tradition de Saint-Tropez où il y avait pendant 5-6 siècles, il y avait une construction navale importante, mettre en valeur ce côté charpente de marine, donc c'est prendre des arbres et les transformer en bateaux, toute taille confondue. Alors, quel type d'arbres sont utilisés pour les bateaux? De tout temps, ici ils ont essayé de prendre le bois domestique. C'est-à-dire ici on trouve le pin parasol, le chêne liège, le chêne vert, les chênes à différentes catégories, plus le pin parasol. On prend aussi le cad, ils prenaient tout ce qu'ils pouvaient trouver dans la région évidemment, parce qu'il n'y avait pas encore les moyens de chercher du bois d'Afrique pour faire des bateaux. Donc ils prenaient tout ce qui était bois domestique. Alors là vous avez un tas d'outils pour faire des démonstrations, alors comment ça se passe concrètement? Je ne sais pas, mais des outils de charpentier. L'outil de base c'est évidemment une herminette, hein, ce qui nous permettait de travailler avec les bois dans la rondeur, puisque c'est des arbres, les fers sont ronds, donc on arrive, vous voyez, à pouvoir travailler dans la forme d'un bateau, puisqu'évidemment un bateau c'est rond, les bateaux carrés c'est un petit peu rare. Donc on a des outils qui sont typiques du fond des âges pour travailler avec ces bateaux, et on travaille aussi avec les formes des arbres naturels, si on peut dire, pour ne pas perdre trop de bois. Vous voyez ici on trouve les formes classiques d'un arbre qui nous permet, quand il faut construire un bateau, avoir la forme du bateau qui va se dessiner petit à petit, vous voyez, sans trop de difficultés. On arrive à trouver un bateau qui va prendre forme sous les yeux du charpentier à la demande des gens qui veulent construire plus gros, plus petit, parce que chaque bateau était adapté à sa région de navigation. À Saint-Tropez, ils faisaient des bateaux faciles à la voile, mais pas trop lourd parce qu'il devait aller en face, et de temps en temps il devait ramer aussi. Vous allez vers Marseille, les bateaux sont plus gros parce que la mer est entre guillemets plus grosse, il fallait plus loin puisqu'il faut traverser le delta du Rhône pour aller faire des transferts de commerce à l'autre côté vers les Catalans. Vers Nice ils sont plus fins parce que vous ne pouvez pas aller loin, et tous ces petits bateaux on les retrouve en train de naviguer aujourd'hui, restaurés, sauvés de la destruction bien sûr, parce que pendant un certain temps on a oublié qu'ici on avait un patrimoine maritime très riche. Alors vous-même en tant que charpentier, qu'est-ce que vous pensez de ce renouveau de la voile latine, le fait que ce soit redevenu à la mode? C'est très bien, enfin, pour ainsi dire, pour encore une fois montrer que depuis 6000 ans ou plus on navigue ici et qu'on a autant de valeur que d'autres côtes de France qui eux aussi font beaucoup d'efforts, et là on se réveille, on essaie de montrer que ce qu'on a ici c'est quand même beau, il n'y a pas que des parkings et des casinos.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton, et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien l'année prochaine tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Le Mistral va s'habituer à courir sans les voiliers, et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin, croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés. Le train m'emmènera vers l'automne, retrouver la ville sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne, je le garderai comme un ami. Mais au premier jour d'été, tous les ennuis oubliés, nous reviendrons faire la fête aux crustacés.